Tout comme il existe certains animaux propres au continent américain, comme le puma des montagnes, le jaguar et autres, l'Europe et l'Asie ont également leurs propres prédateurs emblématiques. Leur répartition s'explique par la proximité des deux continents, car il n'existe pas d'immense étendue d'eau pour les séparer. Leur faune a donc tendance à se répartir sur une plus grande ampleur géopolitique, les écosystèmes étant très similaires et ces animaux se dispersant simplement en marchant sans connaître les frontières. Il existe de nombreux prédateurs dont certains ont déjà été mentionnés. Mais cette fois-ci, nous allons parler d'un mammifère carnivore très curieux, le blaireau européen. Si vous aimez les animaux et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner pour être au courant des futures vidéos. Commençons donc. Ce carnivore habite une vaste étendue, de l'Espagne et du Portugal jusqu'à la Russie, en évitant les régions circumpolaires. Il est même présent en Irlande, en Angleterre et en Écosse. Malgré ce qui a été dit précédemment, la Grande-Bretagne est séparée des autres pays d'Europe par une énorme étendue d'eau. Mais sa répartition actuelle s'explique parce que ces animaux vivent depuis l'Holocène, et soit l'être humain les a amenés dans cette région, soit la glaciation leur a permis d'y parvenir. Ils s'adaptent très facilement à de multiples habitats. Leur habitat principal est les forêts de feuillus et de conifères avec une humidité modérée, mais ils peuvent vivre en terrains ouverts, dans des zones riveraines, des broussailles et des zones agricoles, à des altitudes allant jusqu'à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ces mammifères appartiennent à la famille des Mustélidés en raison de leur patrimoine génétique et de leur morphologie, corps allongé et pattes courtes, et comptent 9 sous-espèces. Ce sont des spécimens de grande taille. Ils mesurent en fait plus qu'un chien de taille moyenne. De la tête à la base de la queue, ils atteignent une longueur de 56 à 90 cm, avec une queue moins longue de 11 à 20 cm, pour un poids de 9 à 16 kg. Leur caractéristique la plus marquante est leur pelage. Sur la tête, ils ont une couleur blanche et noire très contrastée. De la base supérieure du nez jusqu'à la nuque, ils présentent une bande blanche, tandis que sur les côtés, en passant par les yeux, ils ont un pelage noir cendré. Et au niveau des masséters, ils retrouvent une couleur blanche sur la tête. Ces divisions de tons les rendent inconfondables. Leur corps est dominé par une couleur plus noirâtre. Il n'est cependant pas rare de voir des variations comme l'albinisme ou d'autres avec un pelage rougeâtre. Ils ont une conformation particulière. Pour commencer, leur tête est grande et grossière, mais leur museau est conique et allongé, avec des oreilles dressées et semi-circulaires au-dessus de la tête. Leurs dents sont typiques d'un carnivore, surtout avec leurs canines proéminentes, mais avec de petites incisives et des prémolaires à crête mais également aplaties. Leur corps est très robuste mais quelque peu aplati. Cela tient davantage à l'illusion du pelage et au fait d'avoir des pattes courtes, dû surtout à leur conformation musculaire et à leur peau qui recouvre beaucoup les plis formés au niveau des membres. Leurs pattes ont 5 doigts et sont plantigrades, avec des griffes extrêmement longues et courbes, ce qui leur permet de creuser. Leur dimorphisme sexuel est appréciable par la taille. Les mâles ont tendance à être plus grands que les femelles, mais on peut le définir davantage parce que leurs têtes sont plus robustes, tandis que les femelles ont un profil beaucoup plus fin. Ces animaux sont assez grégaires et forment des groupes de 2 à 23 individus, mais généralement de 6 adultes avec leurs petits, selon la quantité de ressources de la région. Ils sont régis principalement par un couple reproducteur, et plusieurs individus peuvent s'intégrer, quitter le groupe, en rejoindre d'autres ou devenir solitaires. Leurs structures sociales sont donc très instables, bien qu'il y ait peu de dominance. Ce sont les femelles qui ont la hiérarchie la plus élevée, mais ce sont les mâles qui provoquent les combats entre eux, que ce soit pour la saison des chaleurs ou la compétition territoriale. Ce sont des spécimens dont l'activité principale se déroule au sol. Ils sont hautement nocturnes, passant le plus clair de leur temps dans la terre car ils creusent de grands terriers. Ils les créent en grattant avec leurs puissantes griffes. Plusieurs groupes peuvent partager une même sortie, et ils peuvent utiliser plusieurs chambres pour dormir. Ils transportent divers objets comme des feuilles mortes, de la mousse, de l'herbe et de la paille pour faire leur litière, et on peut les voir les sortir temporairement. Ce sont des animaux très propres concernant leur habitat, surtout pendant la saison de reproduction. Ces tunnels ont différentes chambres qu'ils alternent et peuvent être considérés comme leur domicile, avec également une chambre de nidification propre. Il est curieux que lorsqu'un congénère meurt dans les tunnels, ils sortent et en creusent un nouveau, en scellant l'entrée. En sortant de leur terrier, ils occupent leur temps à chercher de la nourriture, mais ils peuvent aussi le faire dans leur propre domicile. Leurs déchets sont déposés à l'extérieur, aux limites de leur territoire. Ils recourent à l'hibernation. Plusieurs mois avant l'arrivée de l'hiver, ils commencent à consommer plus de ressources afin de mieux tolérer cette période.
Ils passent donc beaucoup plus de temps à somnoler et sortent rarement. Leurs territoires sont régis principalement par l'abondance de nourriture et peuvent atteindre 2500 mètres carrés, étant très variables car ils peuvent être plus petits, ce qui implique que leur groupe diminue. Ils ne se limitent pas à leur terrier, puisqu'ils sont aussi en surface. Ces spécimens communiquent de nombreuses façons. La principale est d'émettre des vocalisations. Étant des animaux très bruyants, car ils ont la faculté de produire différents sons à des fréquences variables afin d'indiquer leur humeur ou des événements. Ils utilisent également des postures, ainsi que le mouvement de leur queue et le grattage du sol avec leurs pattes arrière pour indiquer l'agressivité. Ils utilisent aussi les odeurs pour délimiter leurs étendues ou pour connaître l'état d'un congénère. La vue, l'ouïe et l'odorat sont donc leurs principaux sens. Voici un autre cas de carnivore qui est omnivore, mais ils ont une particularité très intéressante. Leur nourriture principale est constituée de vers de terre. Ils creusent, lorsqu'ils trouvent un ver, ils le saisissent avec leurs incisives pour le couper en deux, puis l'avalent et mangent le reste qui tombe au sol. Ils peuvent aussi manger des lapins, des rongeurs, des hérissons, des insectes, des arachnides et d'autres animaux de plus petite taille qu'ils capturent en profitant de leur plus grande taille. Ils cherchent également des nids de guêpes dont ils brisent les nids pour les manger. En parallèle, ils recherchent différents types de fruits, consomment des céréales, des champignons et même des charognes. Ils sont donc très opportunistes, ce qui leur permet de survivre aux changements de saison. Leur reproduction est saisonnière et a généralement lieu de février à mars, période où la nourriture est plus abondante. Même s'ils vivent en groupe dominé par un couple reproducteur, ils sont polygames, avec des rotations selon la compétition et la domination. La femelle indique ses chaleurs par l'odeur. Malgré cela, 40% des accouplements aboutissent avec succès, ce qui est curieux car les femelles en groupe entrent dans cette condition, tandis que les femelles solitaires ont 95% de réussite. Cela peut être dû à la domination de la femelle alpha qui inhibe l'ovulation des hôtes. Elles peuvent avoir une implantation tardive, ce qui les aide à disposer des meilleures ressources et prévient grandement l'infanticide par les mâles. La gestation peut varier de 9 à 12 mois. Cette variation aussi grande de 3 mois s'explique par la région et l'implantation tardive. Elles mettent bas dans une chambre spéciale de leur terrier, donnant naissance à 1 à 6 petits par portée, mais la moyenne est de 3. Ceux-ci naissent aveugles, sourds, avec une mobilité très limitée et pesant 75 grammes. Ils se développeront avec le temps, ouvriront leurs yeux et leurs conduits auditifs, et pourront se déplacer avec beaucoup plus d'aisance. Ils sont nourris par la mère avec du lait en moyenne pendant 2 mois et demi, après quoi ils commencent à consommer de la nourriture solide. Vivant en groupe, on a observé que d'autres femelles non gestantes s'occupent des petits pendant que la mère sort du terrier, mais cet événement est rare. Les pères investissent très peu de temps dans leurs soins, car ils ne s'occupent que de la protection du groupe. Ces petits restent dans le groupe, soit longtemps, soit jusqu'à la maturité sexuelle, qui survient à l'âge d'1 an. Leur espérance de vie à l'état sauvage atteint 14 ans. Ils présentent une forte mortalité infantile, surtout chez les mâles, mais ils sont aussi chassés par d'autres prédateurs comme les loups, les ours et les lynx. Cependant, vivre dans des tunnels, en groupe, et leur système d'adoption les aide beaucoup. Ils se défendent également très bien, étant très musculeux et forts, ils n'ont pas peur d'engager un combat avec n'importe quel agresseur, quelle que soit sa taille. En captivité, ils vivent environ 19 ans, présents dans de nombreux zoos à travers le monde où ils s'adaptent très bien aux habitats, bien qu'ils aient tendance à modifier les lieux en creusant des terriers. Ils sont classés en préoccupation mineure, ont une population stable, mais ils ont tout de même leurs problèmes. Le principal est la destruction de leur habitat transformé en terres agricoles, mais ils s'adaptent en même temps à cette modification. Et de fait, ils pénètrent dans les fermes pour consommer des poules. En creusant leur terrier, ils endommagent une certaine partie des cultures. On les chasse également, et le changement climatique a modifié les périodes d'hibernation. Mais malgré cela, leur population a augmenté. Leur rôle dans l'écosystème est très variable et important. Pour commencer, ils sont régulateurs de plusieurs espèces, notamment des vers de terre. De plus, en consommant des fruits, ils sont de très bons disperseurs de graines. Les feuilles et le matériel végétal qu'ils utilisent pour leur litière, en les déplaçant, servent d'engrais qui est répandu de manière plus homogène. Leurs terriers servent de refuge à d'autres animaux incapables de creuser des tunnels. Le fait de gratter la terre permet son aération. Ils sont consommés par d'autres prédateurs, ce qui en fait l'un des animaux les plus polyvalents de l'écosystème d'Europe et d'Asie. Pour le tourisme, ils ne sont pas très visibles, mais pour l'être humain,
Ils ont une autre utilité. Leur pelage est très utilisé pour les pinceaux et les brosses, surtout celles qu'utilisaient les barbiers pour appliquer la mousse à raser, car leurs poils sont fins mais rigides et ne se modifient pas facilement. Un animal qui aide beaucoup son écosystème grâce à sa polyvalence et à ses différentes activités. L'un des animaux les plus répandus de l'ancien monde, si connu et aimé qu'il existe de nombreuses légendes à son sujet, ainsi que des traditions populaires et des livres de toutes sortes, car il est très reconnaissable. C'est aussi un animal très propre et l'un des prédateurs qui consomme une grande quantité de vers de terre. Ce sont les blaireaux européens. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit, à plus tard.